Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette session qui va vous permettre de moins user vos touches copier-coller sur vos claviers. Peut-être un petit peu accessoirement d'arrêter de boire du Red Bull comme ce pauvre écureuil. Moi je m'appelle Damien Gouillet, je suis freelance, je fais du Scala et j'utilise des macros depuis 2012 et j'en produis accessoirement depuis 2014. J'ai utilisé les anciennes versions, tout ce qui était Scala Reflect, Scala Meta. Je n'ai pas encore utilisé la nouvelle version pour générer des macros qui vient de sortir, qui va remplacer, mais pour l'instant c'est pas encore tout à fait sec, donc on n'en parlera pas dans cette session. Donc mon objectif, c'est qu'à l'issue de cette session, vous ayez compris les bases, ou le vocabulaire associé à Scala Meta, de sorte que ça vous encourage à lui donner un galop d'essai. Et après, que vous n'ayez plus que tout ce que vous avez comme code qui vous paraît un petit peu pénible et redondant à écrire, que vous le génériez avec vos macros. Donc avant tout ça, il va vous falloir un petit peu de vocabulaire. Donc un programme, c'est quoi? C'est un arbre syntaxique. Donc ce que vous allez décrire avec vos macros, c'est un arbre syntaxique. Pour décrire cet arbre syntaxique, on va utiliser une arborescence de symboles. Donc en Scala, tout est symbole. Donc là, tout ce qu'on peut définir en Scala et tout ce à quoi on peut donner un nom, un mot-clé, c'est un symbole. Donc ici, dans l'exemple, vous voyez que les termes, en fait, c'est tout ce qui référence les mots-clés val, var, def. Je vais creuser juste un petit peu après, les littéraux comme les strings. D'accord ? Après la session, vous verrez, il y a des liens qui donnent des références justement sur l'ensemble des symboles qu'on peut trouver et qu'on doit produire pour faire des macros. Donc là, on va regarder plus en détail un symbole en particulier, qui est la classe. Donc le symbole qui fait la liaison avec l'entité dont je parlais tout à l'heure, justement, c'est lui qui va permettre qui porte toutes les informations sur l'entité. À un moment donné, on veut générer du code, mais on va porter une annotation, une macro sur un bout de code qui nous intéresse. On a besoin de récupérer les métadonnées, enfin les données qui sont sur ce bout de code-là. Donc justement, via l'entité, sur l'entité classe, par exemple, on a besoin de récupérer les modifieurs pour savoir si c'est une classe qui est privée, c'est une implicite, c'est un style trait. Donc ça nous permet de récupérer tous les modifieurs associés à la classe. Le nom de la classe, parce que vous allez voir que dans l'exemple, on en a besoin. Les paramètres, enfin les types paramétrés de la caisse classe. Ensuite, le constructeur et donc les champs de cette caisse classe. Ainsi, et tout ce qui est template, c'est le body de la caisse classe. Donc dans la caisse classe, on peut avoir des méthodes. Là, ça permettra de récupérer les méthodes, par exemple, les valeurs. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'une macro? On va écrire des symboles afin de décrire un AST. Et cet AST, après, lui, va être compilé pour générer du code. Donc tout à l'heure, je parlais de Scala Reflect, Scala Meta, les nouvelles macros qui vont arriver. Donc anciennement, vous aviez les black box, white box. Ça permettait, vous pouvez écrire ça avec des dev macros. Donc vous avez certainement tous utilisé, en tout cas pour tous ceux qui ont fait du play, le JSON write pour générer automatiquement la serialisation, enfin les readers et les writers de JSON. Donc là, on prenait une méthode qui prenait un type. On peut passer des arguments à cette méthode. Et derrière, ça va nous générer tout ce qui nous permet de générer le writer. Donc là, en l'occurrence, sur le user write, on va avoir directement le JSON qui va être généré. Donc ça, c'est en gros, on va se générer l'implémentation d'une méthode. Ce qu'on peut faire avec Scala Meta, justement, on ne peut pas actuellement faire de génération de def macro, on ne peut pas générer de méthode, mais par contre, on va avoir accès à générer à modifier la caisse classe en elle-même, le body de celle-ci, tout un tas de choses. Donc là, dans les exemples que je vais vous présenter, on va voir comment générer une méthode show pour justement générer la serialisation, enfin la représentation sous la forme d'un string de cette caisse classe. Donc là, utiliser des caisses classes, c'est simple.
même si quelquefois on a quelques petits problèmes pour fournir les implicites, pour ceux qui ont déjà fait du JSON, on a besoin des problèmes d'implicites avec les dates, un certain nombre de choses, ça cache beaucoup de choses derrière le tapis, mais par contre les utiliser c'est très simple. Après par contre comprendre ce qu'elles génèrent, c'est des fois une autre paire de manches. Voilà. Les écrire par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour simplifier un petit peu justement l'écriture des macros, ce que je recommande en tout cas pour commencer, c'est de jouer avec tout ce qu'on appelle les quasi-quotes. On écrit en fait le code qu'on a envie de générer derrière, sous la forme d'un string, et lui, derrière Scala Meta, va générer les symboles dont on a besoin pour générer l'AST. Donc là, le fameux Hello World, là on a une simple méthode qui prend un argument qui est un string. Donc là, on peut le voir justement que c'est un terme au sens de l'AST et qui va prendre une liste de littéraux qui est un string. Et c'est important de noter justement que le quasi-quote nous permet de simplifier la construction et la déconstruction de notre arbre. On va voir à quoi ça sert, la déconstruction et la construction juste après. De même sorte, vous avez sur cette slide une ref card justement qui donne l'ensemble des choses qu'il est possible de faire avec les quasi-quotes. On peut déconstruire du pattern matching, des case classes, un petit peu tout. Donc tout à l'heure je parlais, on a annoté notre case class, notre case class name qui prend un nom et un prénom, et on veut générer derrière la représentation textuelle de celle-ci. Donc on a besoin déjà de récupérer les informations de notre case class. Donc on le fait, la partie static annotation, c'est le minimum pour générer une macro, mais ce qui nous intéresse ici justement, c'est le pattern matching sur la définition. Donc il y a différentes possibilités pour déconstruire notre case class. La première, c'est on veut juste récupérer le symbole, qui est la définition de la classe. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, on a en premier les modifieurs, le nom, les types paramétrés, le constructeur et le template. Nous, on n'a pas grand-chose à récupérer là-dessus, mais voilà. On a une autre façon, si on veut récupérer la case class en plus de son compagnon, dans le deuxième exemple. Et encore plus simple, ce que je vous disais tout à l'heure, les quasi-quotes. On décrit le code qu'on veut, et via le pattern matching, on récupère les variables. Donc là, on veut récupérer le nom de la classe, ainsi que ses champs. Parce que c'est ça qui va nous servir. On a déconstruit l'AST, maintenant, on veut le reconstruire. Parce qu'on veut générer la version textuelle. Donc on a besoin du nom de la classe. C'est le premier argument, enfin, c'est la première ligne. Donc via les quasi-quotes, on a le nom de la classe, on obtient le name, qui est un symbole, et sur lequel se trouve la value. Ça nous permet d'obtenir, sous la forme d'un string, le nom de la case class. À noter qu'il y a 3 triple quotes en début et en fin, donc tout est sous la forme d'une quasi-quote derrière. Tout est inclus en tout cas dedans. Ensuite, list, lui, va l'interpréter. On a besoin de générer une liste. Et ensuite, on a récupéré aussi via le constructeur, on a récupéré les paramètres du constructeur. Donc c'est les fils de la case class. Je ne sais pas si vous voyez, mais là on a utilisé le constructeur qu'on peut voir sur la version simple. Donc sur le constructeur, ici on récupère les différents paramètres. Et ensuite, pour chaque paramètre, on va récupérer son nom, le générer sous la forme d'un littéral. Et ensuite, on a besoin de récupérer la valeur. Donc là, à partir de ça, on a construit une liste de strings. On va faire la réduction de tout ça pour justement obtenir le résultat final. Donc là, c'est le code qu'on veut qu'il soit généré. Donc, ce qui est intéressant à noter, je vous ai mis à droite justement l'AST Explorer, ce qui est un outil plutôt pratique pour débuter. Donc vous prenez en fait, vous prenez un bout de code, vous ne savez pas exactement comment l'écrire. Vous voulez faire un println.
Vous ne savez pas derrière, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas des experts en AST. Ah, bon, je vais pas y arriver. Non, non, mais attends. Ouais. On va le mettre là. En fait, directement en sélectionnant le bout de code qui vous intéresse, vous voyez exactement en fait, ce que vous auriez obtenu en passant par les quasi-codes, et vous voyez les symboles qui vous intéressent. Donc on a un terme, le nom d'un terme, qui sera println, et on verra, et ensuite qui prend un argument, un string, dont la valeur est hello world. Donc c'est vraiment en fait de manière itérative, on essaye de comprendre l'AST et les symboles dont on a besoin pour le générer, et on fait des tests à base de quasi-code, on fait beaucoup d'allers-retours en fait entre l'IDE, le compilateur, et voilà. Donc ça, c'est un exemple directement sur du code qu'on utilise, sur un projet hamster qui, justement, afin de simplifier beaucoup de code qu'on avait, on a utilisé les macros avec Scala Meta, et ça permet de générer beaucoup de choses intéressantes. Donc là, vous pouvez revoir ici la déconstruction de la caisse classe. Donc ce qui nous intéresse tout à l'heure, je vous ai fait voir, on obtient le constructeur. Par rapport au constructeur, on récupère les différents champs. Voilà. À noter ici la board syntaxe, en fait, ça permet de. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on veut tester et voir le code qui va être généré, on doit faire un SBT clean et SBT compile. Parce que justement, une fois qu'il a compilé, il met en cache, et si on redemande la compilation, il ne va pas nous afficher ça. Alors que si on fait un abort de ce truc-là, on va directement voir, on a moyen de voir la structure ou la syntaxe du code qui va être généré. Donc c'est quand même bien pratique pour comprendre ce qui se passe. À noter que avec quasi-quotes, il y a des fois un espace, une parenthèse supplémentaire, ça change complètement la structure du code qui va être généré derrière. Et vous voyez le dernier pattern matching. Lui, en fait, lorsqu'on a déconstruit la caisse classe, on a limité justement sur quoi il s'applique. Dans les autres cas où, justement, dans l'autre branche du pattern matching, si on passe dans l'autre branche, justement, on aura une erreur de compilation qui dit justement que cette annotation ne s'applique pas dans le cas où on l'a utilisée. À noter également que le code de la macro se trouve dans un projet séparé, enfin dans une unité de compilation différente de la macro. Du projet dans lequel il se trouve. Donc en général, on a une arborescence, vous voyez ici, on a le projet qui contient un répertoire de la macro. Et au niveau du build SBT, on voit la dépendance entre le projet et la macro. Mais la macro doit être compilée avant le projet. Et donc le SBT clean, c'est la boucle de test pour comprendre justement, pour voir le code qui est généré, etc. À noter donc, vous pouvez voir cet après-midi, il y a une présentation hamster justement qui met en pratique l'utilisation de Scala Meta. Donc l'AST Explorer, c'est l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'itérer et de comprendre le lien entre les symboles, l'AST qui va être généré et le code. Et un petit article aussi sur une introduction pratique au macro Scala, qui parle un petit peu à la fois de la version Scala Reflect, Scala Meta, et pas encore des nouvelles macros qui sont en train de sortir. Voilà. J'ai été certainement un peu vite, mais si vous voulez que je revienne sur des questions. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme écosystème d'outillage typiquement pour faire des tests unitaires sur le code généré, des libs pour ne pas se taper des quasi-codes comme ça, pour encapsuler, pour faire genre un pattern builder pour construire des méthodes, des classes à la Java Poet. Je sais pas si tu connais. Alors en tout cas, je vais répondre à la première question sur les tests. En fait, oui, pardon, excuse-moi. Donc qu'est-ce qu'on a comme outillage pour les tests? Donc la plupart du temps, on va faire des tests dans le projet qui va utiliser. On va avoir un projet extérieur à la macro qui va l'utiliser, et c'est dans celle-ci qu'on va faire des tests. Donc on va annoter les cases classes qui nous intéressent et on va faire des assertions sur le résultat qu'on veut. Donc là, sur le show, par exemple, tu vas faire une assertion
sur ce que tu veux en fait. Et pour débugger en temps réel, c'est... Moi, je débug pas en temps réel, je débug pas sur les macros. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est oui, non mais c'est à la compilation, c'est quand même relativement compliqué à faire. Par contre, c'est vraiment, je regarde la structure qui est générée, la syntaxe, et j'itère dessus. Comme ça, c'est quand même relativement long à d'avancer, et ça permet des fois pour écrire quelque chose de relativement simple. C'est peut-être pas bien vous vendre ce qu'est la méta, mais on peut y passer des heures sur quelque chose que vous n'avez pas encore fait ou que vous n'avez pas clairement documenté sur cette partie-là. Après, le support par rapport, tu parlais aussi tout à l'heure de l'intégration dans l'IDE. Enfin, moi j'utilise IntelliJ. Le support des macros est de mieux en mieux, en tout cas. Selon certaines macros, tu peux carrément voir, tu as le mode expand sur ton IDE, et ça permet directement de remplacer ton annotation par le code que ça génère directement. Donc ça permet aussi de boucler et de comprendre. Mais à noter quand même que le support dans l'IDE, c'est relativement encore difficile sur certaines choses. Tu te retrouves à avoir du code bien souligné en rouge, que l'IDE ne comprend pas. Voilà, oui. Tu as un tout petit peu parlé des black box et des white box. C'est quoi la différence? Alors en fait, il y a une boîte qui est noire et une boîte qui est blanche. Non, mais en gros, tout à l'heure, au tout début, tout ce qui était play JSON, en fait, c'était Scala Reflect pour les macros Scala. Donc depuis 2000, je crois que c'est à peu près 2014-2015, là maintenant, c'est ce qui était recommandé. La personne qui s'occupait de ça est passée sur Scala Meta. Et c'est la nouvelle façon de faire. Par contre, dès le début de Scala Meta, on n'avait pas les def macros. La façon d'utiliser... Tout le monde était habitué à utiliser les macros à la façon JSON, de Play. Et depuis 2015, on voulait que ce soit fourni, ça n'a jamais été fourni, et ça sera fourni sur la prochaine version. Mais les white box et les black box, en fait, ça te permettait d'avoir accès à plus ou moins de contexte sur ta macro, en fait. Mais après, il y avait, je crois que il me semble qu'il y avait quand même un contexte qui était déprécié. Je crois que c'était le black context, mais voilà. Ouais, parce qu'il y a un débat là dans le forum de Scala pour savoir si il réimplémente un logiciel dans les autres. Et j'ai pas compris ce que c'était la base de C'était aussi pour récupérer des infos sur ce que tu annotes, mais voilà, après. Et puis il y a un moment que j'en ai pas refait de Scala, mais c'est de Scala Reflect en tout cas, et c'est plus vraiment ce qu'on veut faire maintenant. Voilà. Mais en tout cas, sur Scala Meta, permet encore de générer du code pour du Scala 2.11 et du Scala 2.12. Pour l'instant, les nouvelles macros qu'on va avoir, pour l'instant, tu es limité à Scala 2.12, 2++. Quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise pour l'instant sur Hamster. Et donc pour l'instant, on fournit des sets libres pour du Scala 2.11 et du Scala 2.12. Et donc ouais, il faut bien comprendre Scala Reflect, ancienne def macro. Les Scala Meta, c'est de la génération de macros par annotation. Donc pour générer des objets compagnons, pour modifier le body de la case class. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut créer des classes from scratch à partir des Scala Meta? Une nouvelle classe? Est-ce qu'on peut générer une nouvelle classe à partir de Scala Meta? Par défaut, déjà, tu peux générer l'objet compagnon. Enfin, tout à l'heure, je t'avais... Mais c'est pas quelque chose... En fait, tu es obligé quand même de partir de quelque chose, d'une classe que tu as annotée. Donc tu peux pas partir de... il faut bien que tu poses ton annotation sur quelque chose pour la déconstruire et la positionner quelque part. Parce qu'avec les annotation processors dans Java, tu peux créer n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi. Non, mais je fais plaisir. Oui, tout à fait. Non, là, c'est Scala Meta, c'est une annotation positionnée. Une annotation qui est positionnée sur quelque chose, sur une case class, tu la déconstruis et tu récupères justement via cette entité les valeurs, enfin tout ce qui t'intéresse dessus, et après tu reconstruis ton AST, un autre AST. Mais voilà. Tu peux créer des classes internes du coup? Ouais, tu peux créer des classes internes. Et là, souvent, ce que tu vas faire actuellement, vu que tu ne peux pas générer l'implémentation d'une méthode, ce que tu vas faire, c'est plutôt... le code n'est pas complet exactement sur name, mais tu vas générer l'objet compagnon s'il n'existe pas. S'il existe, tu vas le récupérer et tu vas ajouter des nouvelles méthodes sur cet objet compagnon et des méthodes implicites en fait.
Et donc, c'est souvent par le biais, le truchement des implicites que tu t'en sors. Après, tu peux générer un toString, tu peux générer ce que tu veux. Hein. Tu peux mettre des valeurs, tu peux mettre ce que tu veux. Mais ouais. Après, def macro, c'est vrai que c'est plutôt sympa, mais pour l'instant... D'autres questions? Bon, je ne vais plus me mettre entre vous et la nourriture, alors bon appétit.